Commençons par... Il y a des animations. Commençons par essayer de voir qui et où sont les professionnels. Alors, commençons déjà par les individus. Les individus, les personnes qui font notre métier, ce sont essentiellement en fait des femmes. On est un métier très féminin. Alors c'est une courte majorité, on pourrait dire, chez les agences et prestataires. C'est malgré tout quand même un métier plus féminin, surtout d'ailleurs chez les freelances et indépendants. Pourquoi une de nos hypothèses, c'est que une partie de la cohorte des indépendants sont des personnes qui ont, dans des cadres de mobilité familiale, professionnelle, été amenées à exercer leur profession en indépendant dans la région, et donc du coup, avec une surreprésentation féminine. Malheureusement, on n'est pas sûr de pouvoir affirmer cela, mais c'est un indice qui est quand même assez élevé. On observe également que les niveaux de rémunération sont sensiblement plus faibles pour les indépendants. Quand on regarde les bulles qui sont en haut de l'écran, on voit que globalement, les indépendants ont des niveaux de rémunération plus souvent inférieurs à 25 000 euros par an, avec encore une très grosse part entre 25 et 40 000. Mais on voit assez peu en fait d'indépendants au-dessus des 40 000 euros par an, ce qui est un peu plus fréquent dans les agences, même si globalement, dans le métier, on est rarement payé au-dessus de 40 000 euros par an. Ça n'est pas un métier qui paye beaucoup. On ne fait plus forcément fortune dans la communication, comme ça avait pu être le cas dans les années 80 peut-être. C'est un point qui est important à garder en tête parce que ça joue inévitablement sur l'attractivité des métiers de la communication par rapport à d'autres fonctions de conseil qui ont en général des palettes de rémunération bien plus élevées. Donc c'est assez important pour garder des critères, des éléments d'attractivité, de garder en tête les niveaux de rémunération dans la profession. Autre chose également, l'âge des professionnels. Globalement, nous avons observé, alors sous réserve éventuellement de la représentativité de l'enquête, parce qu'on a fonctionné avec nos propres fichiers, les fichiers de nos partenaires, dans lesquels il est possible que les plus jeunes soient un petit peu sous-représentés. On a observé quand même une moyenne d'âge relativement élevée, notamment quand on parle des agences et prestataires, mais on va voir aussi quand on parle des annonceurs. On observe également que les indépendants sont souvent quand même plus âgés que les professionnels en agence. Ça correspond à peu près à ce que j'évoquais tout à l'heure en termes de mobilité, puisque ce genre de mobilité intervient en général dans une deuxième partie de vie et de carrière, avec une certaine expérience professionnelle, qui pourrait expliquer la surreprésentation des indépendants dans cette catégorie. Quand on regarde les annonceurs, donc les annonceurs, je précise, ce sont les gens qui investissent en communication. Ça peut être des institutionnels, ça peut être tout type de structure, bien entendu. Quand on regarde les profils annonceurs, on voit qu'ils sont encore plus féminins que chez les agences et prestataires, puisqu'on est à 75% de profils féminins et de profils majoritairement assez expérimentés. Alors, on est au-dessus, clairement, avec ces 70%, on est au-dessus des chiffres nationaux. Au national, on est plutôt sur 60% de profils féminins chez l'annonceur. Avec 75%, on est assez nettement au-dessus. Occupant majoritairement, c'est dans d'autres éléments de l'étude, des fonctions commerciales, de gestion de projet, de production. On a quand même effectivement une moyenne d'âge aussi un petit peu plus âgée, c'est-à-dire que le niveau national est plutôt aux alentours de 35 ans, et là on est aux alentours de 42 ans en moyenne. On peut probablement aussi expliquer cela par le fait que l'offre de premier poste est peut-être plus élevée en région parisienne, dans les grands centres de l'Île-de-France, et que donc du coup il est plus facile en début de carrière de se constituer une expérience, par exemple à Paris, et ensuite à un autre moment de sa carrière, une fois l'expérience acquise, s'engager dans une mobilité vers notre région. Ça expliquerait certains des chiffres qu'on a pu trouver par ailleurs. Ça, c'est ce qu'on voulait vous dire sur les individus. Il y aurait sûrement d'autres choses, mais on ne pouvait pas parler de tout. Parlons maintenant des structures et des emplois qu'elles peuvent proposer. On va parler de deux choses, la localisation, la taille, le rayon d'action des entreprises, et puis également la nature des emplois, les perspectives que notre métier peut éventuellement offrir. Premier sujet, les structures et emplois. Alors, sans grande surprise,
la Haute-Garonne et l'Hérault concentrent la grande majorité des acteurs du monde de la communication. Que ce soit chez les agences, les indépendants ou chez les annonceurs, on va avoir une grosse concentration sur ces territoires métropolitains. On sait qu'ils ont une capacité d'attraction économique assez élevée. Maintenant, chez les annonceurs, on observe quand même qu'il y a une meilleure répartition sur les territoires, avec plus de présence dans l'intégralité des départements, alors que les professionnels, les agences et prestataires, eux, sont extrêmement peu représentés dans l'ensemble des territoires. Donc il y a clairement une représentation différente, il y a peut-être un accès à la communication différent selon les territoires, et il y a probablement, pour des gens comme nous, le Club de la Com, un travail à faire pour aller à la rencontre de tous ces professionnels, quel que soit leur statut, annonceur ou club, et c'est donc l'esprit de la démarche que Paul Monnier a annoncé tout à l'heure. Oui, ce sont donc des métiers essentiellement sur les agglomérations. Quand on regarde le type de structure, là c'est plutôt pour les agences elles-mêmes, quand on regarde le type de structure, on voit qu'on a un marché qui est très fragmenté, avec énormément de petites structures et de structures unipersonnelles. Alors qu'est-ce que ça veut dire un marché aussi fragmenté? C'est que c'est un marché qui est assez exposé au retournement de conjoncture. On a des structures qui sont rarement aussi au-dessus des tailles critiques. Vous voyez que, par exemple, sur les grosses structures de 20 personnes ou plus, on est à 11% des répondants uniquement, à peu près au même niveau qu'il y a 2 ans. Et donc, ça veut dire qu'on a assez peu de structures d'une taille suffisante pour éventuellement offrir toute la palette des outils nécessaires à une politique de communication. Et on verra plus tard que pour les agences, il y a une importance du fonctionnement en réseau qui est assez élevée pour probablement pouvoir pallier à ces problèmes de taille. C'est que quand on fait 10 ou 15 personnes, on est déjà une grosse agence et c'est pas forcément facile de proposer toutes les prestations dont les annonceurs peuvent avoir besoin. Si on regarde maintenant les annonceurs, donc là, ah non, ça c'est toujours, pardon, excusez-moi, les agences et prestataires, où trouvent-elles leurs clients? Bon, la majorité des clients des professionnels de la région sont en Occitanie. Ils sont en Occitanie et manifestement, ils ont des besoins assez larges avec des agences qui sont capables manifestement de les accompagner aussi au niveau régional ou national. On a observé dans cette étude par rapport à la version d'il y a 2 ans qu'on avait des agences qui étaient un petit peu moins présentes au national, un petit peu plus au niveau régional et départemental. On n'est pas absolument sûr que ce soit une tendance de fond. Notre hypothèse est plutôt que c'est lié à la répartition de notre échantillon, puisque nous avons eu une meilleure couverture de la diversité des professionnels de la région. De la même manière, on a plus d'annonceurs qui agissent au niveau départemental que dans la première version, mais c'est là encore probablement un effet d'échantillon. Si on regarde maintenant les secteurs qui donnent du travail aux agences de communication, on voit que, en fait, le top 5, on pourrait dire même des secteurs mobilisant des prestataires de communication, n'a pas vraiment changé. On est sur les mêmes secteurs, à savoir le secteur tertiaire et notamment les services. On est également sur la distribution et le commerce. La communication est, comme on l'a écrit, clairement essentielle pour leur activité. Le secteur est très concurrentiel. On a aussi toujours une bonne présence des administrations. Les acteurs publics sont des éléments très importants du marché de la communication dans la région. On a le tourisme toujours, et on a toujours une très forte proportion de personnes qui travaillent pour l'enseignement et la formation, avec toujours la même remarque qu'il y a 2 ans, à savoir qu'il y a une surreprésentation parmi les publics travaillant pour des clients dans l'enseignement et la formation. Il y a une surreprésentation de consultants et indépendants. Et on a vu que ces consultants et indépendants étaient probablement des gens étant dans le cadre d'une mobilité familiale, personnelle, et que donc du coup, ces prestations de formation, d'enseignement sont peut-être un moyen d'accès au marché pour des gens qui, sur notre secteur, sur notre région, ont besoin de se créer un réseau professionnel et un certain nombre de chiffres d'affaires. Toujours les agences et prestataires, on a beaucoup de choses à dire sur elles en fait. On peut voir dans ce slide-là que avant même le Covid, les indépendants étaient relativement fragilisés. Pourquoi? Deux chiffres importants. D'abord, ils sont plus nombreux à connaître une relative baisse de leur activité.
relative ou forte, d'ailleurs baisse de leur activité, que les agences. Et dans l'ensemble baisse, ils sont à 19% contre 14% pour les agences. Ils ont aussi des progressions, bien entendu, mais dans une moindre mesure que les agences plus structurées, qui, parce qu'elles ont une diversité de profils, de métiers qu'elles peuvent proposer, résistent en général mieux au retournement de conjoncture. On observe également, et c'est un autre indice de fragilisation, que les indépendants sont facturent majoritairement moins de 100 000 euros par an. Ce qui peut faire une grande variété, bien entendu, de niveau de revenus, mais on voit que les agences elles-mêmes pivotent autour plutôt d'1 million d'euros, avec un gros du marché entre 750 000 et 1,5 million d'euros. On n'est pas du tout sur les mêmes structures quand on parle des indépendants, et il est évident que quand on a une tendance baissière sur les revenus, plus un niveau de revenu déjà pas très élevé, on peut vraiment s'inquiéter sur la situation des indépendants à la suite des mois très difficiles qu'on a pu vivre, d'autant que beaucoup d'entre eux sont dans des chaînes de sous-traitance ou sont dans des missions de production, et que par exemple l'événement ou la production ont été mis complètement à l'arrêt, on le sait, au cours des derniers mois. Donc du coup, il est probable qu'on ait beaucoup d'indépendants en grande difficulté sur le territoire. Et bien sûr, beaucoup d'agences aussi, mais il y avait déjà un mouvement encore plus accentué pour les indépendants. Regardons maintenant les besoins de compétences, parce que figurez-vous qu'on avait demandé dans l'étude s'il y avait des projets d'embauche et sur quel type de fonction. Alors évidemment c'est avant le Covid, mais on peut noter des choses qui sont quand même assez intéressantes. D'abord, il y a une première catégorie de profils qui sont des profils de volume, c'est-à-dire des gens qui vont être capables de gérer le volume d'action, le volume de bandes passantes, de projets d'une agence et qui vont être ou d'un service communication et qui vont permettre donc du coup de gérer beaucoup d'actions. Ce sont des profils comme des chefs de projet, comme des chefs de produits, des chefs de pub, etc. Ce sont donc des profils de bande passante. On a également toujours, et de manière encore plus marquée, le digital, les fonctions digitales qui sont extrêmement présentes, avec du community management qui se développe chez l'annonceur, par exemple, avec également du média digital, du marketing digital qui est en très forte progression, avec des niveaux qu'on n'avait pas directement mesurés, mais qui ont l'air d'être beaucoup plus présents que ce qu'on avait pu voir dans les autres chiffres dans l'étude précédente. Également, ce qu'on a vu apparaître, c'est une attention pour la création de contenu. Si vous regardez les chiffres qui sont devant vous, vous allez voir qu'en agence, on s'intéresse à des profils de création graphique. On s'intéresse également chez l'annonceur à des profils de graphistes ou de rédaction de contenu. Donc du coup, des profils de production. Des profils qui sont à même de nourrir les outils propres des marques, qui sont à même d'alimenter les présences sur les réseaux sociaux en soutien des fonctions de community management qui se sont déjà développées. Et puis enfin, on a observé quelque chose. Alors on n'est pas encore capable de dire si c'est une tendance de fond, si c'est juste un frémissement ou autre, mais on a observé qu'il y avait une appétence modeste, mais quand même existante, pour des fonctions de stratégie. C'est-à-dire pour des postes d'études et data, pour des postes de planning stratégique dans les agences, et côté annonceur, pour des postes de marketing stratégique, pour des postes d'études et data, là encore. Donc ça sera intéressant à identifier, à voir dans l'avenir ce que ces intentions donneront, une fois que la situation économique se sera rétablie, ce qu'on espère tous. Mais c'est intéressant de voir que après une grande période probablement où on a géré des volumes, commençait à se poser la question de la production de contenu, de la qualité et probablement de l'orientation stratégique. Un certain nombre de professionnels dans les dernières semaines, dans les derniers mois, ont vu apparaître des demandes plus orientées vers la stratégie que précédemment, beaucoup d'annonceurs ayant probablement besoin de comprendre comment faire face aux enjeux de notre situation. Et évidemment, on les comprend. En parallèle de ces besoins de compétences qu'on avait identifiés, on avait identifié aussi que ces compétences allaient en général avec une certaine formation. À savoir que dans les perspectives d'embauche, les intentions allaient plus vers des niveaux de formation que sur de l'expérience déjà acquise. Ce qui est un signe assez encourageant. Si on voit un petit peu les graphes que vous avez devant vous, on voit que en agence, on demande des profils de moins de 5 ans d'expérience et que chez l'annonceur, 88% demandent des profils de moins de 5 ans.
On sait à quel point l'expérience est difficile à acquérir, savoir que on n'est pas forcément sur des choses totalement délirantes, que on va avoir même moins de 2 ans d'expérience assez marquée. Si vous regardez dans les agences et prestataires, 41% d'entre eux cherchaient des profils de moins de 2 ans d'expérience, et on était sur 33% chez les annonceurs, voire 30% de débutants. Donc avec un potentiel de nouvelles carrières, de début de carrière pour les gens qui sortent d'école, qui était très intéressant. Ce qu'on note aussi qui est intéressant, c'est que les annonceurs sont beaucoup plus ouverts à l'alternance comme moyen de recrutement. On a dans les intentions d'embauche, qui étaient modestes, mais qui existaient quand même, qui étaient aux alentours de 30% chez l'ensemble des acteurs du marché, on a chez les annonceurs une certaine appétence pour les fonctions d'alternance, un pas que les agences n'ont pas encore véritablement franchi, même si on peut noter que 6% de recrutement via des alternances ou des contrats pro dans le monde des agences, par rapport à ce qui pouvait être envisagé il y a 10 ou 15 ans, c'est un énorme progrès. Et il est certain que les dispositifs de financement qui existent vont faciliter le développement de ces pratiques-là. Ce qu'on remarque également, c'est que les intentions étaient plutôt sur des CDI d'emblée. Notre métier embauche pas tous les jours, mais quand il embauche, ça a l'air d'être plutôt des CDI. C'est plutôt une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi là-dessus? Oui, on avait aussi, on présente pas là ce graphe aujourd'hui, mais attention, certes, il y a des intentions d'embauche, mais il y a aussi des pratiques sur lesquelles il faut que la profession soit un petit peu vigilante. Certains de nos répondants nous ont ainsi indiqué avoir jusqu'à 7 stagiaires en simultané, et assez fréquemment sur des postes permanents. Le fournir des postes permanents par des stagiaires est certes un moyen pour eux d'acquérir de l'expérience, mais ça se fait au détriment évidemment de l'emploi en général dans nos métiers, et puis également de la valeur produite par les équipes, aussi bien agences qu'annonceurs, puisque avec une seniorité, une stabilité évidemment nettement moins forte que ce que l'on pourrait espérer.